Le deuxième médicament, ou le médicament principal de la maladie de Parkinson, c'est la L-Dopa. D'accord? C'est un précurseur de la dopamine qui va traverser la barrière hémato-encéphalique et par la suite, il est décarboxylé au niveau central pour donner la dopamine. Sa décarboxylation au niveau périphérique, il est source d'effets secondaires. C'est pour ça, pour limiter ces effets secondaires, on va donner des inhibiteurs de la dopa-décarboxylase. Ça permet d'augmenter la disponibilité et réduire les effets secondaires périphériques. D'accord? La demi-vie plasmatique de la L-Dopa, elle est courte, de l'ordre de 1 heure jusqu'à 3 heures, ce qui explique la nécessité. Vous dormez? Bon. Ce qui explique la nécessité de prise rapprochée. D'accord? Et c'est une contrainte à l'utilisation de la L-Dopa simple. Donc le fait de donner un inhibiteur de la dopa-décarboxylase rend la durée de la demi-vie plus longue et ça permet d'espacer, parfois de 6 heures jusqu'à 8 heures, les doses recommandées. Le fait que la durée de vie est courte, il est compensé par l'effet bénéfique des neurones dopaminergiques survivants. Parce qu'on a dit qu'il y a un stock de neurones qui est déjà perdu et qu'il y a des neurones qui sont toujours fonctionnels. Ces neurones dopaminergiques, ils sont capables de stocker la dopamine apportée par le médicament et par la suite responsable d'une libération pendant toute la journée. Ça permet finalement d'expliquer pourquoi, même avec une demi-vie plasmatique qui est courte, on a une efficacité qui est prolongée dans la journée. Ceci explique également pourquoi dans les phases évoluées de la maladie, parce que la perte neuronale ou la perte de neurones dopaminergiques est très importante, l'effet de la dopathérapie il devient médiocre parce que finalement les neurones dopaminergiques ne permettent plus de stocker et de libérer dans la journée le traitement et ça explique les fluctuations motrices qui sont observées dans les stades avancés de la maladie. Donc c'est des choses à connaître sur le plan physiopathologique parce que finalement ça vous permet d'adapter votre discours quant au pronostic parce que la famille vous dira comment mon papa va évoluer. Vous êtes capable avec cette explication d'expliquer aux familles pourquoi ils vous disent il y a 5 mois ou il y a une année on prenait le traitement et le traitement était efficace pendant toute la journée. Maintenant docteur on voudrait comprendre pourquoi il prend le comprimé à 8 heures, le deuxième à midi mais déjà à 10 heures l'effet du traitement il devient très médiocre. D'accord? Donc la dopamine, il va agir sur les récepteurs dopaminergiques D1 et D2, d'accord? Et la dopamine, il a des effets périphériques qui sont liés aux récepteurs dopaminergiques périphériques. Ces récepteurs dopaminergiques périphériques, ils peuvent entraîner des effets cardiovasculaires, notamment une vasodilatation spécifique des artères rénales, mésentériques, cérébrales et coronaires, sans baisse de la pression artérielle systémique, heureusement. La L-Dopa ou la dopamine, il exerce une action sur les récepteurs dopaminergiques au niveau rénal, d'accord? Et ça va se traduire par une augmentation des débits sanguins rénal, une augmentation de la filtration glomérulaire avec une majoration de l'élimination de l'eau et de sodium. Et puis, la dopamine, il peut agir également sur des récepteurs non dopaminergiques qui va se traduire par un effet ionotrope, chronotrope et batmotrope positif sur les récepteurs bêta, une vasoconstriction généralisée lorsqu'il agit sur les récepteurs alpha, et plus au niveau gastro-intestinal, la dopamine, il diminue le tonus du sphincter inférieur de l'œsophage et diminue la motricité, la pression intragastrique. Sur le plan pharmacocinétique, la résorption de la dopamine, il est complète, d'accord? Malheureusement, c'est quant à 75% de la dose, elle est décarbocylée par la dopamine décarboxylase, d'accord? Sa biodisponibilité, elle est atteinte, le T maximal est atteint en 1 à 2 heures, en moyenne. Et puis, on observe plusieurs pics plasmatiques. Ça explique pourquoi, dans les stades avancés de la maladie, on a ce qu'on appelle les dyskinésies, qui peuvent être de début, ou de fin de dose, ou ce qu'on appelle les dyskinésies biphasiques. C'est parce qu'on a plusieurs pics plasmatiques. Le passage de la barrière hémato-encéphalique de la L-Dopa
se fait par un mécanisme de transport actif d'acides aminés. D'accord? La chose la plus importante, c'est que ce transport, il est saturable. C'est pour ça on propose aux patients de prendre le médicament en dehors de repas pour éviter cet effet compétitif avec les acides aminés qui est saturable. L'élimination, la demi-vie d'élimination, il est environ 1h30 et ça explique la nécessité de prise très rapprochée. Et puis ça nous a permis de mettre au point les formes prolongées de la L-Dopa qui permettent de prolonger et l'effet du traitement et d'éloigner les prises du traitement. C'est ce qu'on appelle la L-Dopa. On peut donner la L-Dopa avec des inhibiteurs de la dopa décarboxylase. D'accord? Ça permet de diminuer les effets secondaires périphériques et d'augmenter la biodisponibilité de global qui est multipliée de 20%, de 20 fois la normale. Un traitement, il est efficace, mais il a beaucoup d'effets secondaires. Regardez, les effets secondaires sont trop. Des psychoses avec délire et hallucination, des symptômes extrapyramidaux. Au niveau périphérique, ils sont heureusement limités par l'utilisation des inhibiteurs de la dopa décarboxylase. D'accord, on peut avoir des nausées, des vomissements, une anorexie, une hypotension orthostatique, une hypertension. On peut avoir comme effet secondaire une perte d'efficacité thérapeutique, donc qui se voit dans les phases avancées de la maladie. C'est parce que le stock de neurones dopaminergiques qui permettait le stockage de la dopamine, il devient très restreint. Ça, c'est d'une part. Et puis, le fait que l'efficacité thérapeutique, il devient très médiocre, ça va vous pousser à augmenter les doses. Le fait d'augmenter les doses, ça expose votre patient aux effets secondaires centraux et périphériques. D'accord? Et puis, ça précipite l'apparition des dyskinésies qui sont dopa induites. Et puis, le quatrième effet secondaire, c'est les fluctuations motrices. C'est-à-dire que le patient il est amélioré à 8 heures. Avant la prochaine prise, il a déjà des symptômes qui sont très prononcés. Les contre-indications à la L-Dopa, c'est l'association aux neuroleptiques, parce qu'ils vont antagoniser, donc les neuroleptiques, ils vont réduire l'efficacité de la dopathérapie, et la dopathérapie va empêcher l'effet de neuroleptique. La vitamine B6 également est une contre-indication parce que c'est un inhibiteur de l'activité de la L-Dopa. La deuxième classe thérapeutique des antiparkinsoniens, ce sont les agonistes dopaminergiques. Ces agonistes dopaminergiques ils vont stimuler le récepteur D2, alors que la dopamine stimule la L-Dopa et va stimuler le récepteur L1 et L2. On distingue deux classes. Les agonistes dopaminergiques anciennes qui sont des dérivés alcaloïdes, d'accord, notamment la pomorphine, la bromocriptine, et puis on a les agonistes dopaminergiques de nouvelle génération. Ils sont principalement ce qu'on appelle le pramipexole et puis le ropinérol. Ces médicaments, regardez, ça les anciens et ça les nouveaux, ropinérol. La différence entre les premiers et les deuxièmes, il est important parce que la demi-vie, regardez, pour les premiers, c'est quelques minutes, quelques heures, alors que par exemple, le ropinérol, c'est une demi-vie de 6 heures. Donc ça permet de donner des prises qui sont très espacées. Par exemple, pour le ropinérol, on peut donner 2 prises. Pour le pramipexole, il est donné à une seule prise. Alors que pour les anciennes, et puis la quantité qui est liée aux protéines, ou la fraction qui est liée aux protéines, c'est le grand avantage des agonistes dopaminergiques de nouvelle génération, c'est qu'il y a une très faible proportion qui est liée aux protéines, alors que pour les anciennes, le pourcentage de lésions aux protéines est très important. Les effets indésirables qui limitent l'utilisation des agonistes dopaminergiques, regardez par exemple l'apomorphine, prurite au point d'injection pour les formes injectables. Pour la voie orale, vous avez des nausées, des vomissements, l'hypotension orthostatique, des troubles psychiques. La bromocriptine, c'est des troubles digestifs, une hypotension orthostatique. À forte dose, vous avez des troubles psychiques. Par rapport au ropinérol, regardez en monothérapie, des nausées, vomissements, somnolence, œdème des membres inférieurs, douleur abdominale, en association avec L-Dopa, les dyskinésies, les nausées, hallucinations, la confusion mentale, l'hypotension orthostatique. Donc certes,
les agonistes dopaminergiques, que ce soit de première ou deuxième génération, ont tous des effets. Toutefois, les effets secondaires retrouvés avec les agonistes dopaminergiques de nouvelle génération, ils sont moins prononcés, d'accord? Et puis, leur demi-vie est plus prolongée, ça a permis de réduire le nombre de prises. Alors qu'avec les anciennes, les effets secondaires ils sont plus importants et le nombre de crises également il est plus important. Le troisième médicament qu'on peut donner, ce sont les inhibiteurs de la monoamine oxydase. Ils permettent de prolonger l'effet thérapeutique de la L-Dopa en inhibant les enzymes qui dégradent la monoamine oxydase. La molécule principale, c'est la célgéline. C'est un inhibiteur sélectif et irréversible. L'indication de la monoamine oxydase ils sont en ordre de 3. On peut donner la monoamine oxydase lorsque vous faites un diagnostic précoce et que vous pensez que l'état du malade ne nécessite pas de traitement. D'accord? C'est un patient qui consulte pour un tremblement. Vous faites un examen, vous trouvez qu'il y a un tremblement qui est discret avec une akinésie et le retentissement sur la vie quotidienne du patient est très minime. À ce moment-là, on peut donner la monoamine oxydase parce que ça va permettre de gagner quelques mois, 3 mois à 6 mois, avant de démarrer la dopathérapie. D'accord? On peut donner la monoamine oxydase en association à la L-Dopa pour renforcer son action et diminuer sa posologie. Ça veut dire que vous avez quelqu'un qui se présente avec un authentique syndrome parkinsonien, d'accord, qui, avec un retentissement important nécessitant une prise en charge médicamenteuse, vous instaurez la L-Dopa, vous voyez que l'état du malade est amélioré, mais pas parfaitement amélioré. D'accord? Donc à ce moment-là, soit que vous allez augmenter les doses, d'accord? Mais avant d'augmenter les doses, pensez à associer un inhibiteur de la monoamine oxydase, ça va vous permettre de retarder finalement l'augmentation des doses de la dopathérapie. La troisième indication, c'est lorsque vous avez un traitement, lorsque vous proposez un traitement de la maladie de Parkinson en association avec la L-Dopa au stade de fluctuation motrice. J'ai un patient qui a une maladie de Parkinson depuis plusieurs années, il est traité par la dopathérapie, d'accord? J'ai augmenté les doses et pourtant le patient, il me fait toujours les fluctuations motrices. Des pertes d'efficacité au long cours. Quelqu'un qui a besoin, avant il était amélioré par 4 prises, j'ai augmenté les doses et pourtant il a des échappements thérapeutiques, il a besoin de plus de prises. À 8h du matin, la première prise, la deuxième prise il est à 11h, mais déjà il est à 10h, il a déjà il est en état de parkinsonisme. À ce moment-là, certes, je peux proposer un agoniste dopaminergique, mais avant de faire ça, on peut associer un inhibiteur de la monoamine oxydase. Donc, c'est finalement les 3 situations où on peut proposer les monoamine oxydase. Sa pharmaco, les inhibiteurs de la monoamine oxydase, leur demi-vie plasmatique est longue, d'accord, de l'ordre de 40 heures, et son métabolisme il est hépatique. Les effets indésirables, ce sont les mêmes que ceux de la L-Dopa, qu'ils renforcent et prolongent. Et puis, ils peuvent donner une élévation modérée des transaminases avec un trouble du rythme supraventriculaire, mais ce n'est pas réellement une limitation au traitement. On donne les inhibiteurs de la COMT, d'accord, notamment l'ontacapan, qui est un inhibiteur sélectif et irréversible de la COMT. Donc, il agit essentiellement au niveau périphérique, d'accord, en inhibant la transformation par la COMT de la L-Dopa, d'accord, ce qui va permettre également de garantir une meilleure disponibilité du médicament. Les COMT augmentent la biodisponibilité de la L-Dopa et sa demi-vie plasmatique. L'indication, c'est un adjuvant au traitement standard par la L-Dopa, d'accord, associé à un inhibiteur de la dopa décarboxylase chez les patients atteints de la maladie de Parkinson et des fluctuations motrices. Ça veut dire que le même cas clinique, j'ai un patient avec une maladie de Parkinson au stade de complications motrices type fluctuation motrice, j'ai augmenté les doses, j'ai augmenté le nombre de prises et pourtant le patient ne s'améliore pas. J'ai proposé un inhibiteur de la monoamine oxydase, d'accord, qui va permettre de réduire la quantité dégradée de la dopamine pour améliorer ses fluctuations motrices. Si le patient n'est pas toujours amélioré,
je peux proposer un inhibiteur de la catéchol O-méthyltransférase pour améliorer les fluctuations motrices dans les stades très avancés de la maladie. La montadine est un agent antiviral dont les propriétés anti-Parkinson ont été découvertes fortuitement dans les phases pilotes de l'étude de la dopathérapie. L'effet anti-parkinsonien qu'ils exercent surtout sur la kinésie et l'hypertonie est modéré et s'épuise en quelques mois. Le délai d'action est environ 2 semaines et l'efficacité elle est inconstante. Ça veut dire qu'on le propose au patient et on voit est-ce qu'elle est améliorée ou pas. La deuxième indication de la montadine en matière de maladie de Parkinson, d'accord, c'est déjà lorsque vous avez une maladie de Parkinson au stade de début qui ne justifie pas un traitement par la L-Dopa. Tout à l'heure, je vous ai dit que si vous avez quelqu'un avec une maladie de Parkinson débutante, un discret tremblement, une rigidité qui n'influence pas l'état du patient dans la vie quotidienne, on peut ne pas proposer de traitement. On peut proposer un inhibiteur de la monoaminoxydase ou on peut proposer la montadine. La montadine également, elle est prescrite dans les stades très avancés de la maladie, lorsque vous avez des complications motrices type dyskinésie de pas induite. Ça permet d'améliorer l'état du patient. Le traitement neurochirurgical, son histoire, il a commencé déjà dans les années 30, 40 et 50. D'accord ? On faisait ce qu'on appelle les paléotomies lésionnelles. C'est-à-dire on fait des lésions au niveau du nœud striatum. Et depuis les années 60 et l'avènement de la dopathérapie, personne ne parlait de la chirurgie dans le cas de la maladie de Parkinson. Il fallait attendre les années 80, principalement l'année 86, où on a réalisé la première chirurgie de la maladie de Parkinson. D'accord ? C'est une chirurgie fonctionnelle, c'est de la microchirurgie. L'objectif, c'est d'implanter des électrodes. Regardez, ce sont des électrodes qui sont implantés de façon très précise au niveau du noyau sous-thalamique. D'accord ? On fait beaucoup de planification par des atlas d'anatomie, et par un scanner et par l'IRM pour finalement guider l'implantation de ces électrodes au niveau du noyau sous-thalamique. Regardez. D'accord ? On implante 2 électrodes et ces 2 électrodes sont reliées à un boîtier qu'on implante au niveau pectoral. D'accord ? Ce boîtier-là, il sert comme batterie, mais qui va générer un courant électrique qui va être transmis à travers ces 2 électrodes. Ici, c'est une télécommande qui finalement va permettre de contrôler l'intensité, la fréquence et la durée des stimulations. D'accord ? Donc la chirurgie, elle est indiquée dans les stades très avancés de la maladie, lorsque vous avez les fluctuations motrices et lorsque vous avez les dyskinésies induites par la L-Dopa. D'accord ? Donc les indications du traitement chirurgical sont une maladie de Parkinson au stade avancé avec des fluctuations motrices ou avec des dyskinésies de pas induites. Donc finalement, les moyens thérapeutiques dont on dispose lorsqu'on a une maladie de Parkinson, soit qu'on donnera la dopa décarboxylase, ça va permettre de réduire la quantité de la L-dopa décarboxylée au niveau périphérique. On peut donner toujours les COMT qui vont permettre de réduire la quantité de dopamine qui est détruite. La L-dopa, une fois passe à travers la barrière hémato-encéphalique, elle est décarboxylée par la dopa décarboxylase, transformée en dopamine. Cette dopamine, elle va exercer certes son effet, d'accord, sur les récepteurs D1, D2, mais elle est dégradée, elle est recaptée et dégradée par les monoaminoxydases et le catéchol O-méthyltransférase. Donc on va inhiber ces 2 enzymes. La deuxième approche thérapeutique, c'est qu'on va donner les agonistes dopaminergiques. Et parmi les agonistes dopaminergiques, vous avez les anciennes et vous avez les nouveaux, le pramipexole et le ropinérol. Donc les traitements, une fois il assure une amélioration optimale du patient,
s'il n'assure pas un état optimal du patient, on peut proposer un traitement chirurgical. Donc voici, ici, on vous a schématisé, c'est une arbre de décision, maladie de Parkinson, d'accord, avec un retentissement sur la vie quotidienne. Donc vous voyez, est-ce que la maladie retentit sur le fonctionnement normal du patient? Absence de retentissement, pas de traitement. Parfois, vous donnez des inhibiteurs de la monoaminoxydase. D'accord? Ça, c'est important. On peut vous donner ça comme question d'examen, expliquer ou expliquer votre approche thérapeutique dans laquelle la maladie de Parkinson. D'accord? Donc, pas de retentissement, pas de traitement ou des inhibiteurs de la monoaminoxydase. Lorsque vous avez un retentissement sur la vie quotidienne du patient, d'accord, vous voyez deux éléments. Est-ce que l'état cognitif du patient, est-ce qu'il est altéré ou pas? Parce que rappelez-vous, tout à l'heure, on a parlé des effets secondaires, des anticholinergiques et même de la dopathérapie sur l'état cognitif du patient. Si le patient n'a pas de trouble cognitif, on peut proposer les agonistes dopaminergiques, on peut proposer les anticholinergiques, on peut proposer la montadine, on peut proposer la L-Dopa, on peut proposer la L-Dopa en association avec des inhibiteurs de la dopa-décarboxylase ou les inhibiteurs de la catechol-O-méthyltransférase. D'accord? Comment on fait? On prend en considération l'âge du patient. On prend en considération l'âge du patient. Si le patient il est âgé de plus de 65 ans, on commence d'emblée par la L-Dopa. D'accord? Si l'âge est inférieur à 65 ans, on va privilégier un agoniste dopaminergique. D'accord? Le premier cas, on commencera par un sujet âgé, supérieur à 65 ans, on va commencer par la L-Dopa. Si le patient il est amélioré, on maintient ce traitement. Si le patient n'est pas amélioré, on va associer à ce traitement un inhibiteur de la dopa-carboxylase ou un inhibiteur de la catechol-O-méthyltransférase ou un inhibiteur de la monoamine oxydase. D'accord? Avant de penser d'augmenter les doses de la L-Dopa. Si le patient n'est pas amélioré, toujours pas amélioré, on peut augmenter les doses de la L-Dopa. Si le patient continue toujours à avoir un retentissement dans la vie quotidienne, à ce moment-là, on va rajouter un agoniste dopaminergique. Parmi les agonistes dopaminergiques, on choisit actuellement entre le ropinérol ou le pramipexole. Et on suit le patient. Au stade de complications motrices, type fluctuation motrice, vous allez rajouter soit les inhibiteurs de la monoaminoxydase, soit de la montadine, soit les anticholinergiques, soit les inhibiteurs de la catechol-O-méthyltransférase. Est-ce que c'est clair? Vous voulez que je reprenne? Maladie de Parkinson. D'accord? Pas de retentissement, pas de traitement. Ou à la rigueur, on peut proposer un inhibiteur de la monoaminoxydase. Maladie de Parkinson avec un grand retentissement. On va voir l'état cognitif du patient. Le patient n'a pas de trouble cognitif. À ce moment-là, on est à l'aise. On peut utiliser tout ça. La dopamine, les agonistes dopaminergiques, les anticholinergiques, la montadine, la L-Dopa en association avec les inhibiteurs de la dopa-décarboxylase ou les inhibiteurs de la catechol-O-méthyltransférase. On peut associer également les inhibiteurs de la monoamine oxydase. Pour le choix, on va commencer par facteur âge. L'âge supérieur à 65 ans. On va prescrire la L-Dopa. Simple. On va prescrire la L-Dopa. On va voir l'effet de ce traitement. C'est le patient, il est amélioré. Tant mieux. S'il n'est pas amélioré, pensez à rajouter un inhibiteur de la dopa-décarboxylase ou un inhibiteur périphérique de la catechol-O-méthyltransférase. À ce moment-là, si le patient il est amélioré, tant mieux. S'il n'est pas amélioré, à ce moment-là, on va rajouter un agoniste dopaminergique. On peut
associé également, avant de rajouter l'agoniste dopaminergique, on peut rajouter les anticholinergiques, quoique ils donnent beaucoup d'effets secondaires en les comparant aux agonistes dopaminergiques. On va suivre notre patient. Première année, deuxième année, plusieurs années, il est amélioré. Au stade de complication motrice, type fluctuation motrice, on va rajouter la montadine, on va rajouter un inhibiteur de la monoamine oxydase. D'accord? Si, au stade de complication, vous avez les dyskinésies dopa induites, on peut prescrire la montadine, on peut réduire les doses de la L-dopa, on peut espacer les prises. Si on fait tout ça et le patient garde toujours les dyskinésies dopa induites, on va le proposer pour la chirurgie. Est-ce que c'est clair? Donc vous avez tout compris. Si le patient a une maladie de Parkinson avec un grand retentissement fonctionnel et l'état cognitif il est altéré, l'essentiel, il ne faut pas prescrire les anticholinergiques et la montadine parce qu'ils vont aggraver les troubles cognitifs. Donc on va donner la L-dopa, d'accord? En association, s'il est disponible, avec un inhibiteur de la dopa décarboxylase ou un inhibiteur du catechol O-méthyltransférase. La même chose, si le patient n'est pas amélioré, on peut rajouter un agoniste dopaminergique, on peut rajouter les monoamine oxydase. Si ce n'est pas amélioré, on propose quoi? 0. La chirurgie, elle est contre-indiquée en cas de présence de troubles cognitifs. D'accord? La chirurgie est complètement et formellement contre-indiquée en cas de présence de troubles cognitifs. À ce moment-là, pour ce type de patient, on propose ce qu'on appelle les pompes à apomorphine. L'apomorphine est un agoniste dopaminergique. L'apomorphine, c'est un agoniste dopaminergique de première génération. On a leur place ce qu'on appelle les pompes à apomorphine. Ce sont des pompes qui sont reliées à un système d'injection qui va permettre d'injecter de façon permanente dans la journée de l'apomorphine. Ça permet d'améliorer l'état du patient, mais ça reste un traitement palliatif. D'accord? Donc le traitement, les choses à connaître pour le traitement de la maladie de Parkinson. Il faudrait bien comprendre la physiopathologie et le fonctionnement du noyau aigri centraux. Parce qu'en connaissant le fonctionnement du noyau aigri centraux, on connaît la physiopathologie des symptômes négatifs de la maladie, mais ça ne permet pas d'expliquer les symptômes positifs de la maladie, le tremblement, les troubles sensitifs, les troubles cognitifs. D'accord? En connaissant la physiopathologie de la maladie de Parkinson idiopathique, on va comprendre que le principe de traitement, c'est de apporter la dopamine, d'accord? Augmenter la biodisponibilité de la dopamine qui est apportée, mais également, on peut rajouter ou ajouter un agoniste dopaminergique. D'accord? Lorsqu'il y a une insuffisance en dopamine, il arrive qu'on a une hyperstimulation du système cholinergique. C'est pourquoi, parmi les options thérapeutiques, on donne les anticholinergiques. D'accord? Les anticholinergiques, certes, ils sont efficaces, mais ils donnent beaucoup d'effets secondaires. Ce qui fait que depuis l'avènement des agonistes dopaminergiques et de la dopathérapie et de la L-dopa avec les inhibiteurs de la monoamine oxydase, les inhibiteurs de la dopa décarboxylase et les inhibiteurs de catechol O-méthyltransférase, la place des anticholinergiques est vraiment très limitée. D'accord? Donc il faudrait connaître parmi les agonistes dopaminergiques ceux de nouvelle génération. Il faut bien savoir et expliquer leur mécanisme d'action. Il faudrait connaître leurs principaux effets secondaires. Et puis par rapport à la L-dopa, il faut comprendre son mode d'action, comment on permet d'améliorer son efficacité thérapeutique en donnant la dopa décarboxylase, en donnant la monoamine oxydase, en donnant les COMT. Et puis, il faut bien savoir, bien maîtriser
ces deux schémas. Parce qu'il permet de résumer les sites thérapeutiques. Et celui-là, il permet d'expliquer ou de préciser les indications thérapeutiques.